Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'Alternante. Si vous avez été à l'écoute de notre antenne il y a quelques jours, vous avez pu écouter alors on va l'appeler comment? Écrivain, voyageur et éveilleur. C'est ce qu'il se décrit de cette manière. C'est Yann Serré qui nous a parlé donc de ses différents voyages, notamment un premier voyage au Népal. On a parlé aussi beaucoup de spiritualité. On va peut-être en parler un peu plus aujourd'hui, parce que là on avait abordé le voyage peut-être d'une autre manière. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, je voudrais simplement que tu nous... on va pas refaire l'émission de l'autre jour, elle est disponible sur notre site en podcast pour ceux qui voudront la retrouver, hein, comme celle-ci d'ailleurs. Peux-tu juste me rappeler quel était le but de ce premier voyage au Népal, qui s'est traduit par un livre qui s'appelle Népal Solo tome 1, on peut dire, et aujourd'hui on va peut-être évoquer un peu plus le tome 2. Donc il y avait une raison bien particulière, cette spiritualité aussi, le bouddhisme, c'est ça qui t'a mené dans ce pays particulier. C'était une quête intérieure, donc pour résumer vraiment très rapidement, puisque comme tu l'as dit, on a déjà eu une première émission, le but c'était donc de partir un mois sans guide, sans porteur et sans moyen de communication. Et comme le dit le sous-titre du tome 2, partir à la découverte de soi. C'était vraiment le plus important pour moi, au-delà de la dimension géographique, aussi de difficultés physiques et humaines, de rencontres. C'était vraiment un voyage spirituel et d'intériorité. On se rappelle la fin de l'émission. Tu es parti avec plein la tête, plein les yeux. On a suivi les difficultés physiques aussi qui ont été du voyage, hein, avec toi. Ça n'empêche que tu veux absolument y revenir et ça signifie que tu avais encore beaucoup de choses à apprendre. Et quelles sont les raisons justement qui te poussent à retourner, pas immédiatement, parce que je crois que c'est 3-4 ans après. Oui, c'est presque 4 ans après. Il y en a eu un autre entre les deux, mais qui était plus commercial, puisque on a un petit peu évoqué dans la première émission. J'avais rencontré des artisans népalais avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années à la suite de ce premier voyage. Donc ça, c'est vraiment la dimension humaine. Je savais qu'il fallait y retourner, c'est-à-dire que malgré les difficultés physiques, le fait que j'ai frôlé la mort lors de ce premier voyage, il y a eu 2 expériences intenses, celle de la découverte du silence absolu et puis aussi le lien que je pouvais avoir avec le minéral. Alors c'était un état de fait depuis que j'étais enfant, quand je passais des heures dans les rochers de mon Finistère, j'avais déjà ce rapport avec le minéral, mais là ça a été bien plus puissant, et pour cause, puisque quand on se retrouve au fameux Kalapatar, on est face au plus grand bloc minéral de la planète, c'est-à-dire l'Everest. Mais c'est pas que l'Everest, c'est-à-dire que quand on est à cet endroit-là, on est face à 3-8 000 mètres d'altitude, et quand on regarde légèrement sur la droite et légèrement sur la gauche, on en a encore 2 autres sur les 14 que compte la planète. Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte vraiment de façon très intense que j'avais une communication avec l'énergie minérale. Alors, la plupart des gens ont une idée assez facile sur l'énergie du végétal, puisqu'on voit bien que les arbres, ça pousse, ça fait des plantes, ça fait des fleurs, des fruits, ça a aussi des saisons, mais beaucoup moins sur le minéral. Bien que la lithothérapie a fait quand même beaucoup de progrès ces dernières années, donc les gens commencent à comprendre aussi que la pierre, c'est de l'énergie. Et là, ça a été encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, comme pour le végétal, j'ai découvert aussi que le minéral avait des polarités féminines et masculines, et avait aussi de la dureté ou de la tendresse. Justement, entre ces deux voyages, on fera peut-être en aparté tout à l'heure, on reviendra sur cette expérience, qui n'a commerciale, entre guillemets, que tu viens juste d'évoquer, on pourra en reparler, mais je voudrais qu'on revienne sur cette dimension spirituelle. Est-ce que, avant d'entreprendre ce second voyage, est-ce que tu t'étais encore préparé, justement, peut-être d'autres lectures, d'autres envies? Oui, alors déjà, comme tu le dis, à la fin de ce premier voyage, il y a eu un changement de vie absolument radical, c'est-à-dire démissionner de son emploi pour devenir pleinement écrivain. Donc il y a eu une période transitoire de 3 ans avec le travail avec donc les artisans népalais en commerce équitable. Donc le but, c'était vraiment d'être certain qu'ils touchent l'argent et qu'il y ait le moins d'intermédiaires que possible. Donc je m'y suis rendu une seconde fois pour faire les commandes et de leur donner l'argent dans la main directement. Alors justement, puisque tu en parles, plutôt qu'on y revienne à la fin, présentons justement cette expérience, justement, puisque c'était à la suite de rencontres, on l'avait évoqué dans l'émission précédente, notamment avec un brodeur. Qu'est-ce qui quand tu les as revus, aussi tu l'as revu avant de partir, et comment t'es venue l'idée justement de mettre en place ce projet?
Ces gens sont d'une extrême gentillesse et comme on l'a dit dans la première partie la semaine dernière, c'est un des 10 pays les plus pauvres du monde. Donc on côtoie des gens qui vivent dans un grand dénuement et qui ont un dénominateur commun, c'est la joie de vivre et le sourire aux lèvres. Ça m'a apparu comme une évidence absolue qu'il fallait faire quelque chose pour essayer d'aider ces gens et travailler avec eux. Donc c'est ce que j'ai fait pendant 3 années. Ça n'a pas été un échec parce que humainement ça m'a beaucoup enrichi, ça m'a permis de faire beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses. Après financièrement ça a été un échec parce que ça ne fonctionnait pas. Pourtant je pratiquais pas forcément des prix élevés mais ça n'a pas fonctionné. Et puis j'ai aussi compris que si je voulais devenir absolument et pleinement écrivain, il fallait s'y dédier à 100% et à plein temps. Donc on n'en dira pas plus sur cette expérience. Tu reviens quelques années après justement pour envisager à nouveau des rencontres, tout ça toujours en grimpant, en montant. Tu choisis un peu la même route ou alors complètement elle est complètement différente de la précédente? Elle est assez proche. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de treks qui sont réalisables au Népal. Donc elle est à quelques kilomètres du premier périple. Donc c'est très proche. Et néanmoins, on voit les mêmes montagnes, mais pas forcément les mêmes. On en découvre d'autres, mais le sentier est différent de toute façon. Et y retourner, là, par contre, j'étais vraiment absolument ancré sur cette idée que j'allais gagner encore en spiritualité. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais vraiment découvert ce lien avec le minéral et l'enseignement que ça pouvait m'apporter. Donc, en effet, il y a eu un enseignement. Dans le livre, il y a un passage que j'appelle le passage de la montagne au visage, parce que j'ai découvert en rentrant chez moi, en regardant les photos, qu'il y avait un visage sur cette montagne et que finalement elle m'avait communiqué quelque chose, comme s'il y avait des esprits dans ces montagnes. Il faut savoir d'ailleurs que le peuple Sherpa croit éminemment à la présence d'esprits sur les plus hauts sommets de l'Himalaya. Pour te donner vraiment une idée qui va très bien illustrer, il faut savoir que le vrai nom de l'Everest, le nom local, c'est Chomolungma et ça veut dire déesse mère des vents. Donc pour eux, ces montagnes sont habitées d'esprits. Et lors de cette expérience, j'ai en effet été en contact direct avec ces esprits. Donc pour moi, c'est plus devenu quelque chose que je pouvais lire dans des livres ou de l'ordre de la connaissance, mais quelque chose du ressenti et du vécu. Donc tu étais plus fort en arrivant. N'oublions pas dans l'expérience précédente les ennuis de santé que tu peux avoir, le mal des montagnes. C'est pas un obstacle puisque tu y reviens. Tu avais expliqué aussi même que tu aurais laissé ta vie sur ces sommets. Ça n'avait plus une importance capitale si tu n'avais peut-être pas eu derrière aussi ta famille, des enfants. Donc tu arrives plus fort et pourtant tu vas démarrer ce second voyage avec c'est pas le mal des montagnes, mais c'est déjà mal à une jambe, ce qui peut paraître être très très gênant pour démarrer ce second périple. Oui, un mal à la cheville gauche en l'occurrence, et qui se produit le jour même où je commence à marcher. J'avais eu aucun symptôme avant-coureur, donc j'ai été très surpris. Donc sur le moment, je ne me l'explique pas, j'ai juste mal. C'est une douleur qui à un moment est tellement intense que je suis au bout du 3e ou 4e jour au bord de l'abandon, de dire je ne pourrais pas continuer à monter comme ça avec cette jambe qui traîne. Et je pousse jusqu'à une semaine pour rejoindre le petit aérodrome de Lukla où je me dis éventuellement je prendrai l'avion pour redescendre. Et c'est comme ça, ça fait partie de la vie et de l'expérience. Avec le recul, mais là on parle bien des années après, j'ai aussi compris beaucoup plus le fonctionnement intérieur des énergies de notre propre corps, donc les fameux chakras par exemple, et découvert que le côté gauche est le côté de l'intuition et de la féminité. Et donc c'était sans doute pas un hasard si j'avais cette cheville gauche qui me faisait mal. Et ce qui est fou, c'est que la douleur a disparu en 24 heures suite à une cérémonie en monastère. Ces cérémonies, je les appelle hautement vibratoires parce que si vous allez sur mon site, par exemple, il y a quelques vidéos que j'ai fait, des enregistrements de ces cérémonies et vous pourrez constater par vous-même que c'est éminemment vibratoire. Et à la sortie de cette cérémonie, la douleur à la cheville avait disparu. Ça, on le retrouve très bien dans le livre. Un peu paradoxalement, c'est un voyage sans porteur, sans guide, et par rapport au voyage précédent, tu vas quand même tu vas rencontrer des gens, des Européens avec qui tu vas aussi marcher, sauf que chacun va à son rythme, donc vous n'êtes pas en groupe, mais que tout au long pratiquement de ce périple, tu vas un peu retrouver les mêmes personnes. Oui, tout à fait. Au-dessus des 4000, je suis rejoint par 3 personnes qui sont français et qui viennent des Alpes.
Et c'est vrai qu'on a fait un petit bout du parcours ensemble. Et comme tu le dis, ça n'enlevait rien à ce côté de voyage solitaire, puisque en fait, on choisissait juste notre lieu de villégiature nocturne. Donc, on avait l'occasion de partager nos sensations de la journée le soir. Mais le matin, on petit déjeunait ensemble aussi. Mais après, comme tu le dis, chacun avait son rythme. Et je me retrouvais seul au bout d'un quart d'heure ou 20 minutes jusqu'au coucher du soleil. Alors c'est quelquefois important, ça peut aider, qu'on ait la présence d'autres personnes pas très loin, notamment pour des risques de santé et autres. Mais est-ce que tu te sentais, par rapport à ces gens qui aussi montent assez haut, chez eux, je crois qu'avec l'un des garçons que tu as rencontré, il y a aussi une sorte de spiritualité partagée, ce qui ne peut être pas le cas avec les autres qui y vont pour d'autres raisons, justement. Beaucoup de trekkers vont dans l'Himalaya. Pour la géographie, mais aussi, et je trouve ça un petit peu malheureux, dans vraiment l'optique de performance. D'ailleurs, quand tu redescends du camp de base de l'Everest, on t'offre un diplôme pour certifier que tu y as été. Parce que je l'ai évidemment pas pris, et le monsieur était très surpris. Il me dit, mais attendez, c'est gratuit, il est à vous. J'ai dit, mais j'en veux pas, je suis pas du tout venu là pour avoir un diplôme de camp de base de l'Everest. Et là, j'ai encore fait un autre voyage dont on n'a pas parlé l'année dernière, celui-là de 2 mois. Et là, par contre, oui, j'ai eu une rencontre avec quelqu'un, et là, c'était éminemment spirituel. Et en fait, les initiales de camp de base de l'Everest, en anglais, c'est EBC, EBC. Et avec lui, on avait renommé ça Ego Base Camp, à la place de Everest Base Camp, parce que les gens n'avaient que ce mot-là à la bouche. Ouais, on va faire EBC, on va aller à EBC, EBC. Donc, on avait appelé ça Ego Base Camp, et c'était vraiment ça. Les gens allaient vraiment dans cette optique de je l'ai fait, j'y suis allé. Alors, j'ai même rencontré des gens qui se chronométraient pour battre le record des autres. Oui, je voudrais justement qu'on revienne un peu là-dessus. C'est un peu un coup de gueule parce qu'aujourd'hui, l'Himalaya, on en parle beaucoup. On a l'impression que tout le monde peut y aller, à moins d'avoir bien sûr les moyens, mais tout le monde peut y aller, même avec une condition physique moyenne. On est capable d'aller, comme si l'Everest était devenu quelque chose de très banal, alors qu'on voit toute cette spiritualité qu'il y a autour et ces gens aussi qui habitent. Comment tu juges tout ça? Parce que les choses ont beaucoup changé depuis des années. Il y a aussi, on peut imaginer que les populations locales ont besoin aussi de vivre. Le touriste, comme on le disait dans la première émission, arrive pour les autochtones, les gens arrivent souvent avec beaucoup d'argent. Comment tu juges tout ça, de voir on peut parler de l'autoroute de l'Everest ou tout ce que tu as pu voir, et alors que parallèlement à côté, tu fais cette quête en solitaire, et qu'à côté, on peut se dire, parallèlement, il y a énormément de monde. Comment tu juges tout ça? Tu l'as vu dans le 2e tome, il y a même un moment où je détourne ma route parce qu'il y a trop de monde. Et que je ne croise que des gens qui sont dans la performance et dans le je l'ai fait, j'y vais, je suis le meilleur, quoi. Et toute cette compétition occidentale en général, ce monde dans lequel on vit et qui nous propose toujours une compétition qui n'est pas basée sur soi-même, mais en rapport avec les autres. Il faut être meilleur que l'autre, quoi. Et donc j'ai fui le sentier à ce moment-là pour me retrouver. C'est très facile, il suffit de faire 2 ou 3 kilomètres du côté est ou du côté ouest et on se retrouve à nouveau tout seul. Donc c'était tout à fait réalisable. Après, l'avenir du Haut-Himalaya, oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas du tout. Les populations locales se sont extrêmement occidentalisées. Elles ont compris le pouvoir d'achat que peut avoir un trekker américain ou français ou allemand ou anglais. Et donc les prix ont quadruplé, voire quintuplé à certains endroits par rapport à il y a 10 ans. Et ils s'adaptent aussi en termes de couchage et tout ça, donc ils s'adaptent vraiment à la demande occidentale. On trouve des pubs avec des after-hours, de whisky, de la bière. Et par exemple, les Sherpas que je croisais il y a presque 10 ans qui portaient des pâtes et du riz, j'ai vu des Sherpas avec 70 kilos de bière sur le dos, qui montaient juste de la bière pour les Occidentaux qui sont en demande. C'est-à-dire que moi, j'ai un petit peu de mal à comprendre qu'on décide d'aller dans un lieu aussi reculé et empreint d'une spiritualité millénaire pour aller boire des bières en happy hour devant un match de football, parce que maintenant ils ont la télé satellitaire, donc ils ont toutes les chaînes de sport et tout ça. Donc pour vous dire, lors de mon second voyage, j'ai assisté à l'élection de Donald Trump en direct à 4500 mètres d'altitude chez des gens qui avaient la télé, et il y avait tous les jeunes qui regardaient, et je les regarde. Moi, je regardais plus leur visage que la télé, en me disant mais qu'est-ce que ça peut bien leur signifier. Et est-ce que tu penses qu'on est allé trop loin et qu'on ne pourra plus faire marche arrière, justement, et que ce côté spirituel, même si tu as bien expliqué qu'on pouvait prendre des sentiers parallèles et ne rencontrer personne, ne va pas être dévoyé, qu'à un moment, peut-être dans quelques années, ça ne signifiera plus rien?
Je pense que tu as raison. En fait, ce qui se passe, c'est que, par exemple, le fait que la quasi-totalité des enfants vont à l'école maintenant, donc c'est extrêmement bien. Ils apprennent à lire, à compter. Par exemple, vous croisez très facilement des enfants de moins de 12 ou 13 ans qui parlent très bien anglais. C'est le très bon côté de la chose. Le mauvais revers de la médaille, c'est qu'ils veulent fuir absolument ce lieu qu'ils considèrent maintenant comme un lieu de misère. Ils ont aussi perdu toute leur tradition spirituelle, leurs croyances. J'ai croisé par exemple un jeune Sherpa lors de mon dernier voyage qui devait avoir 25 ans. Et quand il m'a demandé ce que je venais faire là tout seul, sans guide, sans porteur et sans moyen de communication, que j'étais un petit peu fou. Et donc je lui ai expliqué que je venais communiquer avec les esprits des montagnes. Et il m'a dévisagé. Et il m'a dit mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes? Il me dit c'est juste de la pierre, c'est que de la caillasse. Et je lui dis mais non, pas du tout, du tout. Et je lui dis mais retourne voir tes grands-parents et parle-en avec eux. Ils construisaient des maisons qui n'avaient même pas d'ouverture de fenêtres sur les sommets pour respecter la paix des esprits des montagnes. Je lui dis ça c'est pas moi qui l'invente, c'est tes grands-parents qui vivaient comme ça, c'est tout près. Et il a eu même une forme de colère. Il me regardait avec un certain dédain en se disant mais il est fou ce type. Et à un moment où on parlait, il avait son smartphone à la main parce qu'il faut savoir que maintenant ils ont tous ça. Hein. Et quand il m'a dit ça, il me dit mais c'est que des cailloux quoi, c'est rien. Et j'ai pas osé lui dire parce que j'ai vu qu'il était un petit peu en colère. J'avais envie de lui dire, je te rappelle que le téléphone que tu as dans la main, la batterie elle est faite que de minéraux et que ces minéraux ils dégagent éminemment de l'énergie puisqu'ils te permettent de recevoir et d'envoyer des messages et de regarder des vidéos sur YouTube. Et que sans cette batterie construite de bêtes minéraux, comme tu as l'air de me le dire, tu recevrais aucune de ces informations. Donc c'est l'énergie minérale qui te permet de recevoir des messages dans ton smartphone. J'ai pas osé lui dire parce que je me suis dit il va mal le prendre. Et après, pour vraiment répondre à ta question, je pense que le haut Himalaya va se mourir. C'est-à-dire qu'il y a plein de tout petits hameaux au-dessus de 4000 mètres d'altitude qui ne sont habités que par des gens très âgés. Et à leur décès, ils ne seront sans doute pas remplacés. C'est pareil pour les monastères. Après tout, c'est ce que nous avons vécu ici avec l'urbanisation intense à la fin des années 50. Et il y a aussi en France des villages qui se meurent. Sauf que là, on parle de villages où il y avait une cinquantaine d'habitants maximum. Donc ça ira beaucoup plus vite que dans les villages français où il pouvait y avoir 8000 ou 10 000 habitants. Tu as vu sur les deux voyages la différence même sur 3-4 ans? Oui, tout à fait. Et là, donc, comme je te disais, j'y suis retourné 2 mois en hiver 2017. Et c'était encore plus flagrant. Même Katmandou, alors là on parle un peu de politique, la présidente du Népal est la première historiquement à s'être rapprochée plus de la Chine que de l'Inde, puisque comme on l'avait dit la semaine dernière lors de notre première entrevue, il y a 80% d'hindous au Népal, et là étonnamment cette nouvelle présidente s'est éminemment rapprochée de la Chine. Alors il faut savoir que la Chine était très demandeuse de se rapprocher du Népal. Le Népal est coincé entre deux superpuissances qui se haïssent cordialement, l'Inde et la Chine. Et il faut savoir que les Chinois donc sont très heureux d'investir pratiquement sans crédit quoi, au Népalais. Donc les Népalais, la plupart ne voient pas trop ce qui est en train de se passer. Enfin, ils le voient physiquement, c'est-à-dire qu'on est en train de leur construire des routes, un réseau électrique, un réseau d'eau, donc ils sont super contents. Sauf qu'il ne faut pas trop penser quand même que ça va être de la philanthropie éternelle et il va forcément y avoir un moment où on va leur demander un retour. Il faut savoir que le Népal n'avait quasiment pas d'électricité, ce qui fait qu'il a été épargné de la folie mercantile. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas en faire ce qu'on a par exemple fait au Bangladesh où on a des usines de gens de 5000 ou 6000 personnes qui font nos vêtements qu'on paye 2 euros dans des grands supermarchés ou des grandes enseignes. Le Népal a été épargné de ça parce qu'il n'avait pas l'électricité. Donc là, la Chine est en train de construire un réseau électrique. Je me demande dans quelle mesure bientôt on n'aura pas des vêtements ou des produits manufacturés qui viendront du Népal et qui seront fabriqués par des gens qui travailleront pour 1 ou 2 dollars par jour maximum. On avait évoqué très légèrement la fois dernière sur la présence de réfugiés tibétains au Népal. Je crois que tu as pu en côtoyer quelques-uns. Est-ce qu'ils sont justement nombreux et on peut craindre effectivement pour leur sécurité si la Chine prend une part importante dans cette vie économique du Népal? Alors, ils sont moins nombreux que ce qu'on pourrait trouver dans le nord de l'Inde, avec le fameux Dharamsala où se trouve le Dalai Lama, où là où il y a une grosse concentration de réfugiés tibétains. Il y en a aussi beaucoup au Népal. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains lors de mon dernier voyage en 2017 et en effet ils sont assez inquiets. Il faut savoir que par exemple avant quand on allait au stupa de Bodhanath, qui est le plus grand stupa du monde, qui est dans la périphérie de Katmandou, on pouvait trouver partout des drapeaux du Tibet. Et maintenant ils sont formellement interdits, vous ne trouverez plus aucun drapeau du Tibet dans ce quartier qui est pourtant un quartier éminemment de réfugiés tibétains. Donc il y a un gros changement à ce niveau-là aussi et eux sont un petit peu inquiets quand même de cette situation. Bon, je voudrais qu'on revienne maintenant. On va quitter l'autoroute de l'Everest et on va partir un peu dans les sentiers battus avec toi.
On verra, hein, on abordera peut-être tout à l'heure. Ce qui m'a assez marqué dans ce second livre, c'est effectivement où tu évoques plus de spiritualité, notamment un moment où tu vas te vider de je dirais pas tout de l'eau de ton corps, parce que le corps comprend beaucoup d'eau et pour vivre il en faut, mais de toutes les larmes que tu vas verser. Je voudrais qu'on revienne, parce que ça c'est assez troublant, mais là tu as choisi des chemins un peu différents. Tu vas encore rencontrer Parle-nous un peu justement de tes rencontres sur ce nouveau périple. Alors comme tu le sais, lors du premier périple, j'ai donc failli mourir d'un œdème pulmonaire. Et donc lors de ce troisième voyage, je me rends compte que les symptômes du mal aigu des montagnes sont en train de revenir. Et là, je ne fais évidemment pas la même erreur, reconnaissant les symptômes. Et je dis, demain, je redescends de 300 ou 400 mètres d'altitude. Et ça suffit pour annihiler les symptômes. Et ça marche très bien. Donc je passe une mauvaise nuit à 5000. Et dès le lendemain, je redescends à 4006. Et les symptômes s'estompent très largement. Donc ça va beaucoup mieux. Et il y a eu donc en effet 2 expériences spirituelles très, très marquantes lors de ce voyage. C'est justement le passage du col du Renjo, pour les gens qui connaissent, qui ont déjà été dans ce coin-là, qui est réputé très difficile. Et qu'il a été pour moi, c'était la 2e fois que je le côtoyais un petit peu et j'étais extrêmement malade. Et le lendemain, quand je redescends de 400 mètres d'altitude, je passe une journée entière d'écriture. Et c'est un petit peu une forme d'écriture automatique, je laisse aller. Et je me surprends à écrire qu'en fait, lors de cette grande difficulté de la veille, j'ai découvert qu'en fait l'Everest n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur de moi, c'est ce que j'écris dans le livre, et que s'il a fallu que je souffre autant physiquement et que je fasse autant de voyages dans ma vie pour enfin découvrir l'Everest intérieur, c'était parfait, et j'étais éminemment content d'avoir découvert qu'en fait il suffisait de fermer les yeux et de trouver l'Everest intérieur qui nous est tous commun. Et donc j'ai eu cette première expérience très forte. Et comme tu le dis, il y a eu une deuxième expérience 2 jours plus tard dans un monastère, où le matin je vais au monastère. Et comme j'écris dans le livre, en me rendant au monastère, j'ai déjà totalement dépassé le concept de religion ou de spiritualité marqué par un certain vocable, on va dire. Donc j'y allais même pas dans l'optique de dire je vais dans une cérémonie bouddhiste, je vais juste expérimenter quelque chose de l'ordre du vibratoire et du cœur. Et alors ça n'a pas loupé du tout, c'est-à-dire que je suis rentré, je me suis assis, je me suis retrouvé seul occidental dans ce petit monastère d'un petit village, avec ces gens il y avait personne qui parlait anglais, donc ils m'ont accueilli chaleureusement. Et là, la cérémonie dure entre 4 et 5 heures. Et comme tu le dis, dès le début, je me suis mis à pleurer. Et au début, impossible de savoir pourquoi je pleurais. Et une seule réflexion qui m'est venue à l'esprit, laisse aller. Si tu dois pleurer, il faut le faire, donc laisse aller. Donc j'ai pleuré comme ça. C'était à tel point qu'il y avait des moments où on était debout et j'avais les jambes qui flagellaient. J'étais obligé de me rasseoir parce que je tenais plus debout, tellement j'étais ému. Et je ne savais pas pourquoi. Et dans l'après-midi, je retourne à ma marche solitaire avec mon sac sur le dos. Et d'un seul coup, je découvre quelles étaient ces larmes et ce qui était. Et je la visualise. Et ce que je visualise, c'est une penderie avec des vêtements à l'intérieur. Et en fait, je me rends compte que ces vêtements, ce sont les miens. C'est comme des masques que l'on porte. Et du coup, je me suis rendu compte que ce que j'avais lâché là, ce matin-là, c'était une partie de cette penderie égotique, je dirais. C'est-à-dire que parfois, on revêt le costume de son métier, on revêt le costume du papa en colère, on peut aussi revêtir le vêtement du faux amoureux, enfin de tout ce qu'on fait tous les jours dans notre vie. Et on se rend compte que finalement, on est plus des acteurs de notre vie qu'autre chose. Et lors de cette cérémonie, voilà, ce que j'ai vidé, c'est ça, c'est que j'ai ouvert la penderie égotique et puis j'ai regardé les vêtements et j'ai fait, par exemple, le vêtement de l'homme en colère, j'en ai plus besoin, il me servira plus à rien, je l'ai pris, je l'ai jeté. Et après, je vois le vêtement de l'homme égoïste, hop, je le prends, je le jette. Et en fait, c'était ça que je pleurais, c'est-à-dire que j'étais en train de vider une partie de cette penderie égotique. Et dans l'après-midi, quand je marchais seul, je me rendais compte qu'il y en avait encore dans cette penderie, il y avait encore de quoi faire. Mais que j'avais découvert comment on ouvrait la porte de cette penderie et comment on repérait les mauvais costumes dont on n'a pas besoin et qui finalement nous abîment dans notre quotidien. Je voudrais qu'on fera un bilan général de tout ça tout à l'heure, quand à la fin de l'émission. Je voudrais qu'on revienne aussi des éléments qui me reviennent un peu comme ça, comme si je cheminais là en ta compagnie. C'est quelques rencontres, une femme, un chien qui va aussi t'accompagner. C'est aussi très symptomatique, très symbolique aussi de ces rencontres qu'on peut avoir là. On s'y attend pas et on tombe sur une personne seule aussi à faire peut-être aller d'un village à un autre. Voilà, vaquer à ses occupations parce qu'ils en ont aussi.
Tout à fait. J'avais même oublié ce passage de la petite chienne qui, dès le deuxième jour de mon trek, m'accompagnait et elle passait toute la journée avec moi. La nuit, je ne sais pas où elle dormait parce qu'elle dormait à l'extérieur. Mais le matin, je la retrouvais et elle marchait avec moi. Alors, elle marchait plus vite que moi, forcément. Donc, des fois, elle m'attendait et puis des fois, elle était derrière, elle me rattrapait. Et je l'avais appelée Shiva, donc une des divinités les plus importantes du bouddhisme, de l'hindouisme, pardon. Et ça n'a pas du tout de connotation péjorative. Au contraire, c'est parce que quand on lit la Bhagavad Gita, donc une partie du livre sacré des hindous, il est dit que Shiva peut apparaître sous différentes formes pour nous faire progresser spirituellement. Et je me suis dit, tiens, cette petite chienne, en fait, c'est une émanation de Shiva et elle est là pour me faire progresser spirituellement. Donc elle m'a suivi pendant 4 ou 5 jours. Donc c'est vrai que c'était assez amusant. Et je pense que la femme à laquelle tu fais allusion, c'est le lendemain de ma perte dans l'Himalaya, où j'ai dormi tout seul à 3500 mètres d'altitude. Le lendemain, quand je me lève, je suis à nouveau perdu, je ne sais toujours pas où je suis, et je n'ai plus ni à boire ni à manger. On va y revenir, on va s'octroyer une petite pause musicale et on va revenir justement sur c'est peut-être la seule nuit que tu as passé dehors entre les deux voyages. Tu vas répondre à ma question. Tu as choisi un groupe, Muse, et un titre, The Resistance. C'est un groupe que tu aimes bien? C'est un groupe que j'aime bien, surtout les premiers albums. Groupe alternatif comme on dit, et donc cette chanson-là, The Resistance, c'est à cause et surtout du refrain où il dit Love is our resistance, l'amour est notre résistance. C'est un petit peu plus engagé comme discours, c'est de rappeler aux gens que dans cette société qui, à mon goût, broie l'humain, la seule valeur qui va nous rester et qui va nous sortir de ce système fou, c'est l'amour. Et donc le refrain qui dit l'amour est notre résistance, et quoi qu'ils essayent de faire contre nous, si on est unis et qu'on s'aime, on va y arriver. Ouais. Très bien, on écoute ça.
Voilà, après ce morceau musical, nous nous retrouvons et on finissait de parler de cette où tu entamais justement à évoquer cette nuit que tu as passée dehors, un peu perdue, mais pas du tout. Tu sembles pas du tout paniqué. Hein, il va falloir dormir dehors. C'était la seule fois dans ces voyages où tu vas dormir dehors dans ces endroits-là. Tout à fait. Alors il y avait déjà la première fois, j'avais pensé que je pourrais dormir dehors, mais j'ai vite renoncé parce que c'était vraiment trop froid. Et là, c'était pas par choix, je me suis perdu et je me retrouve donc au col de l'Andjoura, dans une espèce de forêt glaciale à 9 heures du soir. Quand tu dis j'ai pas eu peur, si, il y a quand même un moment. C'est-à-dire qu'au début, je suis assez rassuré parce que en fait, j'avais été jusqu'au point de chute et à cause du tremblement de terre d'avril 2015, beaucoup de villages ont été littéralement détruits. Et le village dans lequel je convoitais où je pensais m'arrêter, faisait malheureusement partie de ces villages qui avaient été extrêmement abîmés et il n'y avait plus du tout de couchage. Donc on m'a expliqué qu'on ne pouvait pas me loger et qu'il suffisait, entre guillemets, de franchir le col suivant et c'était encore 1 heure et demie ou 2 heures de marche et qu'il y avait 2 lodges, dont un qui était en très bon état et où j'étais sûr de trouver du monde, enfin de trouver quelqu'un et de pouvoir y loger. Donc je pars à 16h30, 17h. Après, je ne sais pas, c'est une genre d'intuition, avoir copieusement mangé, alors que normalement on ne mange pas spécialement à 16h30, mais je me rappelle avoir commandé une énorme assiette de pâtes en me disant, bon, je vais encore marcher 1 heure et demie. Je marchais depuis 6h du matin, et c'est une des journées les plus difficiles puisqu'on démarre à 1600 mètres d'altitude et on arrive à 3500, donc c'est pratiquement 1900 mètres de dénivelé dans la journée, avec les 15 kilos sur le dos. Donc j'ai la bonne idée de prendre cette énorme assiette de pâtes, et puis comme tu le dis, je me perds. Au début, je suis pas inquiet parce que je me dis il reste encore 1 heure et dans 1 heure, je serai à ce fameux lodge et puis je pourrai dormir au chaud, enfin au chaud entre guillemets, mais en tout cas sous un toit. Et là, par contre, où la panique me prend d'un seul coup, c'est que je me rends compte que je me suis trompé de chemin et qu'il n'y aura pas de lodge parce qu'il n'y a aucun bruit, aucune lumière, il n'y a plus rien, je suis tout seul. Et là, au contraire, c'est une espèce de poussée d'adrénaline intense, un petit peu comme si vous vous retrouviez face à un 15 tonnes en voiture et que vous savez que vous allez vous le prendre, quoi. Donc il y a une poussée d'adrénaline immense et on peut le dire un peu vulgairement, je pète un plomb. Et je me mets à courir dans la descente avec mon sac sur le dos et dans une espèce de forêt où il y a plein d'arbres cassés avec des branches pointues. Et je fais 2 ou 3 chutes et à un moment, je fais au bout d'une demi-heure comme ça, à courir sans aucune réflexion. C'est-à-dire que je cours, quoi. C'est complètement déraisonné. Je tombe et quand je me relève, je vois que je suis à quelques centimètres d'une branche sur laquelle j'aurais pu m'empaler, quoi. Et là, d'un seul coup, hop, l'adrénaline redescend totalement et je me dis, mais t'es complètement fou, qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est n'importe quoi. Donc je dis ok, là c'est bon, tu vas dormir dehors. Bah, c'est comme ça. Après tout, dans l'histoire de l'humanité, il y a combien de gens qui ont dormi dehors, plus que des gens qui dorment au chaud comme nous depuis une centaine d'années. Et donc je remonte pendant 1 heure et puis je me trouve un endroit et je m'allonge et je dors. La température n'était pas trop basse. J'en ai aucune idée, j'ai pas de thermomètre avec moi, mais si j'étais absolument congelé toute la nuit. Et puis il n'y a pas de grand danger, mais il y a quand même quelques ours, quelques loups ou quelques panthères des neiges. On n'en voit jamais de jour, mais je sais qu'elles existent et qu'il y en a. Donc on fait un premier petit sommeil de 1 heure et puis après au moindre bruit de vent, de craquement de branches ou quoi que ce soit, on est un peu en panique. Donc du coup pas trop de sommeil, mais le plaisir et la joie immense d'avoir cette impression de toucher la Voie lactée du doigt. Donc quand même une belle expérience. Ouais. Alors voilà, justement encore un lien dans la question que je voulais poser. On a beaucoup parlé de ces. N'oublions pas qu'il y a quand même des sommets énormes. Hein, ils sont quelques-uns et c'est les plus hauts sommets du monde. Et il y a aussi très souvent, tu le parles pas seulement quand tu dors cette nuit-là à la Belle Étoile, c'est le cas de le dire, ou dans des endroits un peu plus couverts, mais très souvent aussi la nuit, tu regardes le ciel. Oui. Surtout lors du premier voyage, quand on est au-dessus de 5000, les nuits où il n'y a pas de lune, il n'y a absolument aucune pollution lumineuse puisque vous êtes au milieu de nulle part et quasiment au plus haut de ce que vous pouvez faire sur Terre. Et c'est vrai que c'est un apprentissage spirituel gigantesque que j'ai aussi expérimenté à d'autres reprises, comme tu as vu dans le livre, mais c'est ce sentiment d'être rien et tout à la fois. Et ce sentiment d'être rien, ça peut être un petit peu réducteur, c'est même un petit peu, on va dire, on est un peu dans la martyrite aiguë en se disant je suis rien, je suis qu'une poussière dans l'univers, je vaux rien. Donc il y a cette expérience-là. Et puis il y a le retour que ça vous envoie en vous disant mais en fait non, t'es tout, et tout avec un grand T, c'est-à-dire que tu participes éminemment de l'ensemble de ce qui se passe dans l'univers. Et cette expérience universelle justement, elle a du sens parce que tu existes aussi. Et après, ce qui est extraordinaire dans cette expérience-là d'être rien et tout à la fois, c'est que on détruit la notion du mauvais ego qui dit moi d'abord, je. On prend conscience qu'on est un individu, mais qu'on est juste un atome dans toute cette immensité de l'univers, et que chaque atome a son utilité et dégage sa propre énergie,
et que si je ne suis pas là, l'univers n'est pas ce qu'il devrait être, et si tu n'es pas là aussi, toi, et chacun des auditeurs, l'univers n'est pas ce qu'il est. Et donc, il y a une espèce d'expérience de la perfection du tout et de l'univers. Et ça, c'était une expérience, évidemment, absolument géniale. Tu vas encore rencontrer des lieux de culte, des endroits bien précis dans ce second voyage, sur ces hauteurs? Il y a donc cette fameuse cérémonie de 4 heures où je pleure tout ce que je peux, quoi. Après, oui, je retourne aussi à Pangboche voir le fameux lama que j'avais déjà rencontré la première fois. Et cette fois-ci, il y a plus de monde et il y a donc un moine qui parle anglais. Et j'avais toujours gardé dans mon téléphone portable une photo que j'avais fait de lui lors de mon premier voyage avant de partir. Et donc je la lui montre et donc notre traducteur est là pour nous aider. Et il était très ému et il me dit: ah oui, ça y est, je me souviens de toi. Et en fait, j'avais déjà pris chambre chez l'habitant, et ce qui est un petit peu dommage parce que là il me dit je t'invite à venir dormir chez moi dans ma maison au monastère. Donc ce qui ne s'est pas fait puisque je lui ai dit par respect, j'ai déjà été accueilli par une autre famille, donc je ne peux pas rester. Mais oui, c'était une expérience géniale et c'était lors des cérémonies de la pleine lune, puisque vous savez que le calendrier bouddhiste n'est pas basé sur le soleil mais sur la lune, puisque le Bouddha est né à une pleine lune et est décédé entre guillemets, puisque pour il ne décède pas, à une pleine lune aussi. Donc c'était des cérémonies de pleine lune. Donc il m'avait invité à venir et j'ai été entre guillemets l'invité d'honneur du monastère de Pangboche où le matin j'ai pu manger avec eux. Il m'a été offert plein de choses alors que c'est quand même des gens qui sont dans un grand dénuement. Et ça m'avait beaucoup ému. Et j'étais resté jusqu'à la fin de l'après-midi où le lama m'avait remis une kata. Vous savez, c'est ces écharpes blanches que remet le Dalai Lama à chaque fois qu'il est en voyage, qu'il avait béni. C'était une grande expérience. Et c'est vrai, ça me fait penser aussi lors de cette cérémonie où j'ai pleuré pendant 4 heures. Il y avait un moment où une dame distribuait des billets, des petits billets de 50 roupies, ce qui pour nous est ridicule parce que ça représente 40 centimes d'euros. Mais pour eux, il faut savoir que c'est beaucoup. Et comme tu le vois, je le montre là en direct. Donc là, ce billet de 100 roupies, c'est donc j'ai vu la dame qui distribuait des billets de 50 roupies à chaque villageois qui était présent à la cérémonie. Et quand elle arrivait à moi, elle m'a tendu le billet et je l'ai refusé parce que j'ai pas besoin de cet argent. Et dans son regard, elle n'a même pas eu besoin d'insister. Elle m'a regardé droit dans les yeux et j'ai compris qu'il fallait absolument que je l'accepte. C'était un grand honneur qu'il me faisait. Et quand elle me l'a donné et que je l'ai déplié, c'était un billet de 100. Elle m'avait donné le double de ce qu'elle avait donné aux autres. Et ensuite, ils m'ont invité à déjeuner. Donc j'ai déjeuné avec eux. Et quand j'en ai demandé l'explication, on m'a dit que c'était comme ça, c'était l'hospitalité et qu'ils étaient très heureux que j'ai fait le voyage jusqu'à eux. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc comme tu viens de le voir, ce billet, je l'ai toujours avec moi dans mon portefeuille. Oui, c'est à la fois un souvenir et quelque chose d'important à conserver, c'est sûr. Est-ce que à t'entendre, j'ai l'impression que tout à l'heure on évoquait l'Himalaya, l'autoroute, plein de monde, et des gens en quête de spiritualité comme toi, du moins à cette époque-là, tu n'en as pas rencontré beaucoup, et ça t'a permis aussi de faire des rencontres et de rentrer dans des lieux que le commun des mortels ne va pas. C'est exceptionnel ou c'est parce que il y a peu de monde qui ont cette démarche-là, du moins à un certain moment de l'année? Il y a peu de monde, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des voyages que je fais, je vois qu'il y en a de plus en plus des gens qui ont cette démarche. Et donc lors de mon dernier voyage, j'ai rencontré un jeune homme tchécoslovaque qui avait une trentaine d'années et qui venait exactement pour la même raison que moi. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ont une envie de prendre du recul par rapport à cette société, à la folie de la vitesse à laquelle nous vivons, des informations qui nous bombardent en permanence. Parce que je reste absolument convaincu que l'esprit humain n'est pas fait pour être bombardé d'autant d'informations que ce qu'elle l'est par jour. C'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup trop d'informations et en plus ce sont des informations anxiogènes au possible. Donc je pense qu'elles nous abîment, on s'en rend pas compte, mais elles nous abîment l'esprit au fur et à mesure. Elles nous font plonger dans quelque chose qui est puissamment anxiogène. Donc je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience de ça et qui ont envie de trouver une alternative. Alors évidemment, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, aller dans l'Everest. Moi, c'est parce que j'ai ce lien avec le minéral et que ce minéral m'enseigne, donc j'y vais éminemment pour ça. Mais on peut trouver ça partout. Il suffit de sortir de chez soi et d'aller dans un endroit un petit peu calme et reculé et de prendre du recul sur sa vie, se poser les questions sur le sens de la vie. C'était aussi ça, ces voyages. Savoir est-ce que je suis venu ici juste pour avoir une vie de travail pendant 40 ans ou 50 ans et attendre la retraite, est-ce que je suis là juste pour payer un loyer et acheter un nouveau téléphone portable ou une nouvelle télévision ou regarder des matchs de foot à la télé.
Est-ce qu'il n'y a pas une autre dimension? Est-ce qu'en tant qu'être spirituel qui décide de venir s'incarner sur cette planète, il n'y a pas justement une immense dimension spirituelle qui fait que je vaux quand même beaucoup plus qu'un travail et des factures? Dans l'émission précédente, tu disais qu'il faudrait peut-être plusieurs vies pour appréhender le bouddhisme, hein, que tu en connais une petite partie. Est-ce que ça signifie que tu as encore beaucoup de choses à apprendre et que tu as encore envie d'y retourner? Oui. Oui, j'ai encore envie d'y retourner parce que j'y retournerai à chaque fois qu'il y a un enseignement qui me sera proposé. La dernière fois, il a été encore beaucoup plus puissant que les fois précédentes. Donc, je suis en écriture, là, je suis en rédaction de ce dernier périple. Et j'y retournerai encore tant que le minéral aura quelque chose à m'enseigner. J'y retournerai, oui, tout à fait. Avant que l'on revienne pour terminer tout à l'heure un peu sur l'écriture, justement, et ce que tu produis, j'aimerais qu'on revienne, c'est un pays qui a été aussi marqué par un tremblement de terre assez terrible, hein. Tu en as vu les traces et... Oui, tout à fait. Après, on parlait des médias, justement, ils ont fait beaucoup de catastrophisme, donc on a montré vraiment le côté, le pire de ce terrible tremblement de terre d'avril 2015. Il faut savoir que les structures, en tout cas touristiques, sont toujours présentes, donc il est tout à fait possible d'aller visiter le Haut-Himalaya, c'est encore tout à fait jouable. Même à Katmandou, par exemple, quand vous allez au centre historique, ce qu'on appelle le Durbar Square, il y a peut-être 20% des temples qui sont tombés, alors que quand on regardait les images, on avait plutôt l'impression que c'était 80% et qu'il n'en restait que 20%. Et en fait, c'est le contraire, il en reste 80%. Après, vous avez un petit village qui est à côté de Katmandou qui s'appelle Bhaktapur, la ville des dévots en français, et qui était un musée à ciel ouvert. Et lui, par contre, c'est en effet vrai, il y a 80% disparu. Et il faut savoir que ces magnifiques pagodes que viennent visiter essentiellement les touristes asiatiques, puisque nous on vient essentiellement pour du trek, et les touristes asiatiques viennent essentiellement pour visiter ces vieux centres historiques de Katmandou et de la vallée de Katmandou, parce qu'ils sont quasiment les plus anciens qu'on puisse trouver en Asie. Je voudrais que tu nous parles un peu des gens qui t'ont accueilli. Alors, il y a certains qui ont un peu pignon sur rue, il y a des lodges, ou alors très très modestes, hein, tu l'as expliqué. Est-ce qu'il y a aussi, chez certains habitants, on peut y aller cet accueil a toujours été éminemment sympathique, je dirais, intéressant, profond. Comme tu dis, sur ce que j'appelle dans le livre l'autoroute de l'Everest, ils sont plus qu'habitués, ils sont malheureusement très occidentalisés et les prix ont triplé, quadruplé par rapport à il y a 10 ans. Et ils sont dans une recherche d'argent, il faut le dire clairement. Après, on les comprend, hein. On fonctionne aussi, nous, comme ça, depuis le début de l'ère industrielle, à penser éminemment au profit et à l'argent, donc on ne va pas les blâmer. Ils sont rentrés dans cette même logique que la nôtre. Maintenant, quand on sort des sentiers battus, on peut aller chez des gens qui ont déjà vu d'autres occidentaux. Il ne faut pas croire que vous allez arriver dans un endroit et qu'ils n'ont jamais vu un occidental de leur vie, ça c'est plus le cas. Mais j'ai jamais été refusé, quoi. Partout où j'ai été, on m'a jamais dit non, c'est pas possible ou non, ça m'intéresse pas. On m'a toujours accueilli. Ces populations là, justement dans ces coins reculés de montagnes vives, quoi, un peu d'élevage, un peu de culture, c'est des conditions quand même extrêmement rudes. Faut jamais l'oublier. Oui, alors ceux qui peuvent et qui ont la chance entre guillemets d'être sur le chemin, un chemin d'un sommet couru, ils vivent essentiellement de ça. Les autres, comme tu dis, c'est extrêmement rudimentaire. C'est-à-dire que la plupart ont des petits lopins de terre autour de chez eux et ils cultivent dans une terre qui est pas fertile du tout, qui est assez sèche, des pommes de terre, de l'orge, du maïs. Pour ceux qui ont un petit peu d'argent, ils peuvent avoir des chèvres ou des yaks, et donc ils font du beurre, du lait et des fromages. Et donc ils échangent ça, par exemple. Aujourd'hui, vu l'ampleur qu'a pu prendre les treks ou l'arrivée de touristes, beaucoup de jeunes se tournent aussi vers d'être porteurs, guides. Pas du tout. Il y a une partie en effet qui passe. Alors c'est pareil, ça fait partie de l'occidentalisation du pays. Maintenant, il faut avoir des diplômes pour tout, comme chez nous, quoi. Et donc il y a des diplômes de formation de guide et de porteur. Alors de guide, ça peut avoir du sens parce que c'est vrai que il faut vraiment pas perdre les clients. Porteur, il n'y a pas besoin, je pense, d'un diplôme pour porter quelque chose. Et pourtant, maintenant, on en est arrivé à ça, quoi, à faire des écoles de porteurs. C'est quand même fou. Mais faut savoir que non, ça c'est ceux qui, c'est pas vraiment un choix, c'est ceux qui peuvent pas faire autrement. Ils ont tous un seul rêve et quand vous discutez avec eux, vous prenez un peu de temps à discuter avec eux, ils vous l'expliquent très rapidement. Le rêve, c'est d'aller dans la vallée de Katmandou, c'est d'avoir un appartement, c'est d'avoir des chaussures de luxe, c'est d'avoir un travail, c'est d'avoir une maison, c'est d'avoir une voiture. Enfin, c'est de vivre vraiment à l'occidental. Ils ne veulent absolument pas rester dans le Haut-Himalaya.
constat pas très bon. Parlons donc de l'écriture maintenant. Ces deux livres que tu as écrits, tu écrivais, plutôt que de les écrire, tu prenais des notes justement pour être vraiment bien imprégné, parce qu'après c'est vrai qu'avec le temps, des souvenirs peuvent disparaître. On n'a pas la même façon d'écrire, la même envie. Tout à fait. Alors les deux premiers, c'était extrêmement simple. J'écrivais des fois même sur le moment, parce qu'il y avait certaines pensées qui me venaient, ou pour moi des messages, ce que j'appelle des messages. Et donc dans mon sac, sur le côté de mon sac, à portée de main rapide, j'ai toujours un petit calepin et un stylo. Donc il m'arrivait régulièrement de m'arrêter, de poser le sac et d'écrire tout de suite. En tout cas, après, pour les deux premiers tomes, c'était écrit le jour même, tous les soirs ou tous les matins. Là, par contre, lors de mon dernier voyage de 2 mois, je vais volontairement changer de technique et je me suis dit, je vais fonctionner différemment. J'écrirai à mon retour en France. Donc, il y a eu des notes, mais j'ai pas écrit au jour le jour. Donc, là, je vais me contraindre à une nouvel exercice et une nouvelle forme d'écriture. Donc ça correspond au dernier voyage que tu as fait. On peut peut-être, parce que tu étais allé aussi un peu plus haut et au niveau au nord de l'Inde aussi également. Hein. Oui, je voulais absolument visiter l'Inde. C'était un pays que je voulais visiter depuis très longtemps. Et en l'occurrence, le nord de l'Inde qui est beaucoup plus spirituel, entre guillemets, que le sud, puisque vous avez par exemple la ville sacrée de Varanasi, où le Gange passe. Et donc le Gange, c'est le fleuve sacré des hindous. Et c'est là qu'on vient se faire brûler à son décès. Donc ça, c'était une ville que je voulais absolument visiter. Il y a aussi une autre ville que je tenais absolument à visiter, qui est Bodh Gaya, qui est la ville où le Bouddha a connu l'éveil. Donc je voulais aussi aller visiter cet endroit. L'Inde a été un très grand choc, encore beaucoup plus que le Népal, parce qu'il y a aussi beaucoup de pauvreté et que les castes, et surtout donc les intouchables qui sont hors caste, sont beaucoup plus marqués. Il faut savoir qu'en Inde, il y a entre 60 et 80 millions d'intouchables. Bon, après, sur une population qui fait presque 1,5 milliard, ça paraît anecdotique, mais c'est pas si anecdotique puisque ça représente la population de la France quand même. C'est comme si la France entière était un pays d'intouchables. Vous imaginez ce que ça représente. Et donc, un choc très très profond parce que souvent, on est dans l'attente de quelque chose, et ce qui n'est pas toujours bon. Il vaut mieux juste vivre l'instant présent, comme on dit. Et donc, j'étais dans l'attente de peut-être rencontrer un maître spirituel et de progresser spirituellement. Et c'est pas du tout ce que l'Inde m'a offert. Ce que l'Inde m'a offert, ça m'a obligé à plonger à l'intérieur de moi et à voir les zones d'ombre qui y restaient. Donc, et plus vous avancez spirituellement, plus vous descendez profond, plus vous descendez dans des zones qui sont noires et difficiles. Donc, l'Inde, ça a surtout été ça. C'est un voyage initiatique dans le sens de la profondeur de l'âme, mais pas dans la difficulté. J'ai vraiment eu à sortir encore plus profondément de ma zone de confort, mais là pas physiquement du tout, juste intérieurement. Tu aimerais y retourner ou plutôt retourner quand même le Népal reste quand même le lieu pour toi, je dirais idéal, c'est peut-être pas le bon mot. Les deux, en fait, c'est exactement comme le premier voyage quand tu me disais mais t'as failli mourir et tu es quand même dans le tome 1, tu dis que tu vas y retourner alors que t'as failli mourir. Eh bien, l'Inde, oui, j'ai pas failli mourir, mais par contre, j'ai été éminemment secoué intérieurement et j'y retournerai pour ça parce que j'ai senti que le travail n'était pas fini et qu'il y avait encore des zones d'ombre à aller chercher et à progresser intérieurement. Donc, je retournerai en Inde pour ça. Et après, je retournerai aussi au Népal. Je pense déjà savoir ma prochaine destination au Népal, c'est sur la frontière avec le Sikkim que j'ai aussi visité lors de mon dernier voyage. Aller rejoindre pas le sommet, puisque le but c'est pas de faire des sommets, donc aller rejoindre le camp de base de la 3e plus haute montagne du monde qui s'appelle le Kanchenjunga. Oui, donc plein de choses encore, des choses de prévues. Alors aujourd'hui, tu as choisi, on l'avait évoqué dans la première émission au début, hein, tu as choisi de vivre libre, indépendant. Donc une partie de l'année, tu circules pour faire des conférences, présenter ton livre, faire partager, je dirais, aux gens, plus que en même temps dédicacer, mais faire partager ce que tu as vécu hein, aux gens. Parle-nous aujourd'hui de cette vie et ce qui a ces expériences, qu'est-ce qu'elles ont, si on a pu l'imaginer hein, dans ce que tu disais tout à l'heure, mais est-ce que ça a changé en toi et quelle est ta vie aujourd'hui quand tu reviens ici en France, en Bretagne particulièrement? Le premier enseignement dès le premier voyage, c'est l'humilité et la simplicité. Quand vous côtoyez des gens qui vivent de quasiment rien, qui vivent parfois dans des cabanes en bois, sans chauffage, comme on l'a dit, sur des terres assez pauvres, donc ils cultivent pas, il n'y a pas pléthore hein, de culture. Et de voir que ces gens ont une joie de vivre intense, un sourire permanent que vous ne pouvez pas leur enlever du visage. Donc à la redescente de ce premier périple, j'ai compris une chose essentielle, c'est que dans la vie, en fait, on a besoin de très très peu de choses. Les choses dont on a besoin, c'est manger à sa faim, boire à sa soif, avoir un toit où dormir pour la nuit,
et avoir des vêtements décents pour s'habiller. Et qu'à partir du moment où on avait ces 4 choses-là, la vie était comblée. Et que tout ce qui était au-dessus de ça, c'était de l'ordre du luxe ou du privilège. Donc vous imaginez bien par rapport à la vie d'un occidental classique qui était aussi la mienne. Quand je suis rentré de ce voyage, je me suis dit waouh, si je tends vers cet idéal, il y a beaucoup de travail. J'avais une maison, j'avais un travail, je gagnais bien ma vie. J'avais même 2 voitures parce que je suis passionné de voitures anciennes. Donc j'avais une voiture courante et une voiture ancienne. Enfin, il y avait beaucoup de choses quoi. Et je me suis dit waouh, là il va falloir, si tu veux mettre ton esprit en équation avec tes pensées, il y a du travail quoi. Et donc, voilà, c'est là où j'ai annoncé à mon directeur que j'allais quitter l'établissement dès que mon premier livre serait écrit. Comme je te l'ai expliqué, il y a eu une période de transition avec les artisans du Népal. Et là, maintenant, depuis presque 3 ans, donc je ne vis plus que de mon écriture. J'y ai laissé mes 20 ans d'économie. Donc ça faisait 20 ans que je travaillais, 20 ans d'économie, ils sont restés. Et arrivé au bout de ces 20 ans d'économie, dont ce passage avec les artisans népalais où je me rendais compte que je perdais de l'argent chaque mois, et je suis arrivé à un point financier où c'était soit je reprends un travail classique salarié quelque part, soit je quitte tout, c'est-à-dire aussi quitter mon logement, et je me consacre totalement à mon écriture et à ce qu'il y a dans mes livres. Et je me suis dit, c'est ça ta voie, c'est de continuer à écrire ces livres et de les partager, et surtout de partager l'énergie que tu mets dedans, et entre guillemets les enseignements que tu as reçus, c'est quelque chose que tu dois partager avec le plus grand nombre. Donc j'ai quitté mon logement, et avec l'argent qui me restait, je me suis acheté un camping-car. Donc là, je vis de façon beaucoup plus nomade et je m'approche chaque jour plus de cet idéal de avoir à boire, à manger, un toit et des vêtements décents. Alors, tu as un rapport privilégié avec le public, hein, puisque tu essayes au maximum comme tu viens de le faire là avec nous, pendant 2 émissions, de partager ce que tu as vécu, ce que tu as envie de nous donner, parce que c'est un don. Le rapport avec le public, il se passe comment? Les gens écoutent, sont attentifs. Il y a beaucoup de questionnements aussi. Alors je fais des galeries commerciales où là c'est un petit peu difficile parce qu'il faut en fait faire le VRP quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire le commercial, ce que je suis pas très bien faire, surtout quand il s'agit de se vendre soi-même. C'est toujours un petit peu à mon esprit un petit côté égotique qui est problématique. Donc là il faut attirer les gens à vous et leur montrer que vous avez vraiment quelque chose à partager avec eux et que c'est un intérêt partagé. C'est autant pour eux que pour moi. Après je donne des conférences, là c'est plus facile puisque des gens qui viennent aux conférences voient le sujet de la conférence, donc c'est qu'ils sont normalement intéressés par le sujet. Et le but, c'est éminemment de partager les enseignements que j'ai reçus. Et moi, c'est ce que ça m'a communiqué comme message, c'est-à-dire écris et partage ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a à partager. Et après, vivre comme ça, oui, c'est pas tous les jours facile. Je vis à la limite de ce qu'on appelle le seuil de pauvreté en France. Donc je vis avec 850 euros par mois, entre 850 et 1000 euros par mois, peut-être même moins quand on le lisse sur toute l'année, parce qu'il y a des périodes de l'année qui sont plus propices au travail que d'autres. Mais voilà, moi je suis très content. Je veux dire, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Je bois et je mange à ma faim tous les jours. Je dors dans mon camping-car avec du chauffage et je suis habillé normalement et décemment. Donc j'ai les 4 impératifs que je me suis fixés. Et au-delà de ça, il n'y a plus qu'une seule chose qui compte, c'est de continuer à écrire et de partager ça avec le maximum de personnes et ouvrir une réflexion. Je te disais, pour moi, la meilleure allégorie de ce que je fais, c'est imaginer quelqu'un qui est dans une pièce noire, qui voit une porte en face de lui avec de la lumière de l'autre côté. Il voit juste le ray de lumière sous la porte. Mes livres, c'est juste la poignée. Donc j'essaie de vendre mes livres aux gens en leur disant, voilà, ça c'est la poignée pour ouvrir la porte vers la spiritualité et vers le questionnement intérieur. Vous appuyez, en prenant mon livre, vous appuyez sur la poignée, vous en trouverez. Si ce que vous voyez de cette lumière que vous voyez de l'autre côté vous attire, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, il y a des grands maîtres qui pourront, par le biais de leurs écrits ou en direct, vous emmener beaucoup plus loin que ce que je fais avec mes livres. Le but, c'est juste que vous appuyez sur cette poignée et que vous regardiez ce qu'il y a derrière cette lumière. Elle vous plaît, vous engagez, vous passez le pas de la porte, vous considérez que c'est suffisant, vous l'avez vu, vous refermez la porte. Une question toute simple, hein, à t'entendre. Est-ce que tu imagines un jour que quand tu auras peut-être obtenu un certain nombre de réponses à toutes tes questions, tu n'auras jamais sans doute réponse à tout, mais de t'installer peut-être là-bas et d'y rester? C'est possible. Après, ce que j'ai découvert et que je sais déjà, maintenant il faut réussir à le mettre en pratique, c'est que il n'y a plus de questions et de réponses. C'est justement un des enseignements du Bouddha, c'est ce qu'on appelle la vacuité et le nirvana. En fait, c'est l'absence de questions et de réponses. Et c'est surtout quelque chose que nous, occidentaux, on a éminemment à apprendre, c'est qu'il n'y a pas de but. Et que nous, occidentaux, on est toujours dans la recherche d'un but. Il faut absolument qu'on obtienne quelque chose. Et même quand on va, par exemple, faire du yoga,
On va pour obtenir quelque chose. Et quand on arrive à un certain niveau, on comprend qu'en fait, il n'y a rien à obtenir, il n'y a pas de but. La seule chose qu'il y a à faire, c'est être avec un grand E. Et quand on parle de l'ici et maintenant et du présent, c'est ça, c'est juste je suis. Mais je suis sans ego, c'est-à-dire que je suis là, et comme on disait tout à l'heure, je fais partie de cet univers, j'en fais partie intégrante, et que chacune de mes pensées, pas seulement les actes, parce qu'en tant qu'occidental, on pense toujours qu'il n'y a que les actes qui sont factuels, chacune de mes pensées compte, chacun de mes actes compte. Et quand on croit, par exemple, on entend très souvent ce discours, on peut rien faire face aux multinationales, on peut rien faire face à cette société, elle est trop puissante, ils sont trop forts, c'est eux qui ont l'argent. Ils ne sont que ce que nous voulons qu'ils soient. Et nos hommes politiques ont le pouvoir que nous leur donnons, les multinationales ont le pouvoir que nous leur donnons par nos achats quotidiens. Si nous modifions notre façon de penser, nous modifierons la société. Je crois qu'on est à l'amorce d'un virage qui va dans ce sens, où les gens commencent vraiment à s'interroger sur le sens de la vie. Et ce qu'on disait tout à l'heure, se pose d'autres questions, se disent est-ce que vraiment ma vie c'est juste, ça se résume juste à ça? Non, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus vaste. Je suis quelque chose d'autre que ça. Et donc, si cette réflexion se propage, je pense que notre société va profondément changer dans les années à venir. C'est pratiquement le mot de conclusion. Merci Yann Serré d'avoir été parmi nous. Je rappelle, il y a Népal Solo 1, Népal Solo 2, un autre livre que tu as aussi écrit, qu'on va peut-être aborder, puis là il y aura un troisième. Hein. Donc oui, il y a un autre livre qui s'appelle Les maladies du bien, qui est aussi autobiographique parce que j'ai pas beaucoup d'imagination et que ce qui est important c'est de partager ma propre expérience. Alors c'est pas du tout dans le sens de l'ego, hein, c'est pas pour vous dire moi j'ai fait ci, faites comme moi, c'est au contraire voilà comment j'ai vécu ma spiritualité, voilà comment j'ai progressé sur le chemin de la spiritualité. Chacun a le sien. Je vous livre les clés qui m'ont été données et comment j'ai ouvert mes propres portes intérieures. Donc je vous invite à suivre ce récit pour ouvrir vos propres portes à vous aussi. Donc ces livres, je les vends, donc, comme tu l'as dit, en direct dans des galeries commerciales, dans des bibliothèques, des centres culturels et lors de conférences. Et autrement, j'ai mon site internet qui s'appelle theravada.com sur lequel on peut retrouver mes livres et les photos de mes voyages. Après, il y aura donc, je suis en rédaction d'un nouveau livre encore sur ces 2 mois passés dans le Haut-Himalaya en hiver 2017. Ce sera peut-être l'occasion de se revoir. C'était intéressant. Alors mon petit avis personnel aussi sur ces 2 livres que j'ai lus parallèlement à la vision, au visionnage des photos que tu as pu prendre en même temps. C'est assez exceptionnel parce qu'on retrouve les scènes que l'on retrouve dans les livres, on les retrouve aussi sur les images, sur les photos que tu as pu prendre. Alors je rappelle, ces émissions sont disponibles en podcast, donc on mettra tous les liens nécessaires et ce sera vraiment anormal que vous ne retrouviez pas des traces de Yann Serré, puisqu'on mettra tous les liens nécessaires. Merci beaucoup, et puis on te dit, je ne sais pas ce qu'on peut te souhaiter. Eh ben, de continuer à se diriger vers la simplicité et l'humilité. Merci Yann, et on se dit à bientôt. Merci beaucoup.